à tous. Je tiens en tout cas à redire qu'on est tous très contents de vous voir si nombreux aujourd'hui. Moi, je vais vous parler un petit peu de certaines nouvelles thérapies de traitement qui arrivent quand les premières molécules utilisées malheureusement ont fini par ne plus marcher. Cette diade d'évolution, on va toutes vous la présenter parce que c'est sûr qu'on a fait beaucoup de chemin dans le traitement du myélome. Et clairement, depuis les années 2000, toute une panoplie de nouvelles molécules sont arrivées. Et heureusement, parce que ma collègue Julie vous a parlé du traitement qu'on fait en première ligne, des premières molécules classiques, on va dire anciennement, diabète d'immunothérapie qui étaient utilisées, malheureusement, quand on était à bout de ces molécules, le pronostic était évidemment sombre parce que nos possibilités de traitement étaient à l'époque assez pauvres. On a maintenant une nouvelle classe de traitements qu'on appelle les immunothérapies qui ont changé la donne du pronostic au niveau de la rechute. Alors il y a plusieurs catégories d'immunothérapie. Ma collègue a déjà parlé de ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux, comme le daratumumab que vous connaissez beaucoup. Il y a également ce qu'on appelle les anticorps conjugués, qui est en fait un anticorps qui va aller apporter au sein de la cellule un produit de chimiothérapie de manière ciblée. Il y a les CAR-T-cells que ma collègue Marie vous parlera ensuite. Et moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle les anticorps bispécifiques. Qu'est-ce que c'est ce nom toujours un peu compliqué? Mais comme son nom l'indique, c'est un anticorps qui a deux bras. Avec un bras, va aller cibler, aller chercher une cellule de l'immunité, et avec l'autre bras, va aller chercher une cellule tumorale souhaitée. Dans ce cas-ci, c'est le myélome. On a plusieurs façons d'aller attraper, plusieurs cibles possibles. Et avec ces deux bras, ça va confronter la cellule de l'immunité avec la cellule du myélome. Alors très rapidement, parce qu'évidemment on en a parlé, les premières immunothérapies, le daratumumab a quand même pas mal révolutionné le pronostic. Vous voyez, donc ça c'est une ancienne étude qui avait comparé deux traitements de l'année 2000 dexaméthasone avec l'ajout du daratumumab, et vous voyez clairement qu'aussi bien survie sans progression que survie, on est nettement mieux. Et puis, étude plus récente que ma collègue a également parlé, donc ça c'est chez des patients qui vont aller à l'autogreffe, donc c'est cette fameuse induction. Clairement, l'ajout également de ce daratumumab fait beaucoup mieux. Si on va maintenant à ce qui nous intéresse, des anticorps bispécifiques, mais comme j'ai dit, ça met en lien une cellule de l'immunité et une cible tumorale. On en a trois à disposition. On a trois anticorps bispécifiques remboursés en fonction de la cible et également de différentes firmes pharmaceutiques. Les trois s'administrent de manière sous-cutanée, avec des effets secondaires qui sont, comme je vais un peu l'expliquer après, communs, dont on va un petit peu parler. C'est ce qu'on appelle le syndrome de relargage de cytokines. Donc c'est un peu une tempête inflammatoire liée à ce combat que cet anticorps bispécifique va induire entre la cellule de l'immunité et la cellule du myélome. Ça peut induire parfois des toxicités neurologiques, on va également parler, des infections, et puis des toxicités hématologiques également. Première classe d'anticorps bispécifiques, ça va aller cibler une protéine qu'on appelle le BCMA, donc c'est une protéine qui se trouve à la surface du myélome. Et comme vous voyez, c'est le même principe que j'expliquais. Ça va du coup forcer la cellule de l'immunité à aller tuer le myélome. On en a deux remboursés en Belgique, le teclistamab et l'elranatamab. Là, ici, je vous ai remis les deux études qui ont permis le remboursement de ces deux molécules, d'abord au niveau mondial et puis en Belgique. Elles ont toutes les deux une efficacité, on va dire, globalement similaire. On est à 60 à 70% de réponses chez des patients, évidemment, qui avaient été lourdement traités au préalable. Comme j'ai dit, elles s'administrent toutes les deux en sous-cutané.
Et le risque principal de ces molécules, c'est qu'en ciblant évidemment le plasmocyte, donc la cellule malade, mais ça va également cibler la bonne cellule qui produit vos anticorps et va induire vraiment une baisse de vos anticorps et un risque d'infection, d'où vraiment dans ces cas-là la nécessité de supplémenter avec des perfusions d'anticorps. Deuxième classe qu'on a disponible, c'est ce qu'on appelle le talquetamab. Ça va cibler cette fois-ci une autre protéine à la surface du myélome dont le nom est un peu compliqué. Il faut pouvoir le répéter plusieurs fois pour être à l'aise, hein, le GPRC5D. Il s'administre également de manière sous-cutanée avec le même principe. C'est juste qu'on va aller cibler une autre protéine au niveau du myélome. Même chose, on a des réponses qui sont quand même excellentes chez des patients à nouveau qui avaient reçu la plupart des traitements classiques au préalable, avec des toxicités un petit peu particulières dont on va parler, la peau, les ongles, la bouche. Et donc, d'un point de vue cutané, en fait, pourquoi on retrouve ces toxicités? Cette fameuse protéine qu'on va aller cibler, qui se trouve à la surface du myélome, elle se trouve aussi de manière normale à la surface d'autres cellules, comme les cellules au niveau de la bouche et les cellules qui produisent la kératine, donc peau, les ongles, les cheveux, même si les cheveux vont quand même rarement être impactés. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver d'un point de vue cutané? Le premier symptôme, c'est la sécheresse. C'est vraiment la sécheresse au niveau de la peau, qui du coup, si elle continue à s'installer, risque d'induire d'autres choses comme des boutons, vraiment ce qu'on appelle des raches cutanées, qui peuvent être soit localisées à une partie du corps, soit parfois dans des situations un peu plus extrêmes sur l'étendue du corps. Vous pouvez voir qu'au niveau des mains, parfois ça peut donner ce qu'on appelle le syndrome main-pied, vraiment avec une rougeur au niveau des mains, ce qu'on appelle un peu vraiment des squames, et c'est parfois très, très gênant évidemment sur le plan fonctionnel. On peut avoir des atteintes des ongles, c'est assez fréquent, ça survient surtout après quelques semaines à quelques mois. Et comment on peut manager tout ça? Évidemment qu'on s'aide de nos collègues dermatologues, mais ce qui est vraiment important, c'est de viser la prévention, essayer un maximum de prévenir ces symptômes en hydratant, en nourrissant la peau, essayer de vraiment lutter cette sécheresse cutanée. Et puis, s'il y a des rougeurs qui sont déjà installées, de jouer sur, en général, des crèmes à base de cortisone. Rarement on a besoin de cortisone par la bouche. Jouer évidemment avec du vernis fortifiant pour éviter vraiment ces cassures au niveau des ongles. Et puis rarement, quand on ne peut pas s'en sortir avec le traitement supportif, on doit être parfois amené à mettre en pause le traitement. Les symptômes au niveau de la bouche, pareil, premier symptôme, sécheresse au niveau de la bouche. Donc, vraiment essayer de lutter avec les bains de bouche, avec les substituants au niveau de la salive, parce que tout ça peut évidemment induire malheureusement une perte de goût. Elle est souvent temporaire, de quelques semaines en général, maximum les 3 premiers mois. Rarement des problèmes vraiment de ce qu'on appelle de mucite, d'inflammation au niveau de la bouche, mais donc importance également du traitement de prévention pour essayer de contrôler et de minimiser un maximum ces symptômes. Ensuite, j'ai dit il y a des effets secondaires, on va dire entre guillemets aigus de ces molécules qu'on va aussi retrouver dans ce qu'on appelle les traitements par carticelle. Vous vous rappelez que j'ai dit que cet anticorps met en relation la cellule tumorale et la cellule de l'immunité. Donc ce qu'on veut induire, c'est un combat. Et ce combat va évidemment activer le système immunitaire. Et malheureusement, ce système immunitaire peut un petit peu s'emballer. Il peut créer vraiment une tempête inflammatoire. C'est ce qu'on appelle ce syndrome de relargage de cytokines. CRS, donc c'est vraiment une tempête. On la grade selon la sévérité de cette tempête. Premier symptôme présent, c'est la fièvre. Et puis vraiment, quand ce système immunitaire s'emballe un peu trop, quand cette tempête est un peu trop importante, on peut avoir des baisses
de la tension ou parfois une nécessité d'oxygène, ce qui va évidemment, j'en ai pas parlé, jouer sur le management, parce que c'est une chose d'avoir un pic de fièvre, c'en est une autre évidemment d'avoir une tension qui diminue. Autre symptôme, c'est ce qu'on appelle les cytokines, donc c'est donc la neurotoxicité induite par ces traitements d'immunothérapie. C'est un peu le même concept que cette tempête inflammatoire. Il y a lié un peu à ce combat, il y a une tempête, tout un relargage de molécules qui vont induire une inflammation, qui peuvent passer ce qu'on appelle la barrière hématoménagée, passer le cerveau et induire toute une série de symptômes neurologiques qui ne sont pas très spécifiques et on peut retrouver notamment la confusion, parfois des tremblements, des maux de tête, rarement des manifestations de type épilepsie ou œdème cérébral, vraiment dans les cas très extrêmes. Alors comment on va évaluer cette toxicité neurologique? Tous les patients qui ont bénéficié de ces anticorps bispécifiques ou de CAR-T connaissent évidemment très bien ce score et sont même peut-être encore un peu traumatisés par toutes ces questions qu'on leur pose plusieurs fois par journée. On va essayer d'évaluer plusieurs, on va dire, aspects neurologiques, d'orientation, de capacité à suivre une commande, de pouvoir compter. Écrire est souvent un des premiers, en tout cas, première capacité qui peut être altérée. Donc, chaque jour, le patient va écrire sa phrase et ce qu'on peut voir de manière assez précoce, c'est qu'à un moment donné, vraiment, cette écriture, elle va être perturbée et ça, c'est vraiment un signe assez précoce qu'il y a peut-être quelque chose d'un point de vue neurologique qui se passe. Comment manager tout ça? Évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails. Comme j'ai dit, ça dépend évidemment de la sévérité aussi bien de cette tempête inflammatoire que des complications neurologiques. Quand cette tempête inflammatoire s'emballe un peu trop, on a un antidote à disposition qui va vraiment couper cette inflammation et essayer de mettre un plat à maximum cette tempête. Alors bien évidemment que pic de fièvre ne veut pas toujours dire tempête inflammatoire. Hein. Le pic ne vient pas avec un drapeau qui nous indique est-ce que c'est lié au traitement ou pas. Il faut toujours rechercher évidemment des infections. Et pour les complications neurologiques, on va en général plutôt utiliser des traitements de type dexaméthasone. Alors comment ça se passe en pratique ces traitements donc c'est des traitements qui sont en général initiés durant la phase, on va dire, d'initiation d'escalade de dose à l'hôpital. Pourquoi? Pour pouvoir monitorer, surveiller et gérer éventuellement les symptômes dont j'ai parlé juste avant, hein, tempête inflammatoire et symptômes neurologiques. Donc il y a un système d'escalade de dose pour minimiser un maximum ces complications, où on va évaluer de manière quotidienne, aussi bien avec l'équipe infirmière que l'équipe médicale, les paramètres, l'examen clinique, ce fameux score pour nous aider, la prise de sang. Et comme ça, en fonction, on pourra jouer de manière précocement si on a l'impression un peu que ce système immunitaire s'emballe un peu trop. Et en général, la sortie se passe 48 heures après qu'on ait donné la dose pleine, s'il n'y a pas eu de soucis avec la suite du traitement qui est donné à l'hôpital de jour, soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines en fonction de la molécule, avec une capacité éventuelle de pouvoir espacer les doses en fonction de la réponse. Alors, la prise en charge ambulatoire, elle est possible chez certains patients. Et quand je dis certains patients, comment on va déterminer qui pourrait être candidat? Il y en a des facteurs, entre guillemets, qui sont liés au patient. Il faut bien évidemment que le patient soit ce qu'on appelle compliant et fiable. On veut être sûr que si jamais il y a quelque chose qui se passe comme un pic de fièvre, le patient va revenir évidemment à l'hôpital et pas risquer de faire cette tempête inflammatoire à la maison. Bien évidemment que la localisation géographique aide, c'est pas la même chose si le patient doit faire 2 heures de route pour venir à l'hôpital. S'il y a une complication, ça rend les choses un peu plus dangereuses. Et bien évidemment que la présence d'un accompagnant aide parce que évidemment ça nous permet de détecter de manière précocement des changements de comportement ou des petits symptômes neurologiques. En plus de tout ça, il y a également des facteurs maladies
un myélome n'est pas l'autre. Et évidemment qu'une maladie le mieux contrôlée au possible, ce qu'on appelle une faible masse tumorale au départ, va induire un combat moins important qu'une maladie explosive. Donc quand la maladie est vraiment assez importante, évidemment le risque de ces complications est plus fréquentes, on va préférer surveiller ça de manière hospitalière. Il faut qu'il n'y ait pas d'atteinte du myélome en dehors des os, ce qui signe vraiment un facteur d'agressivité du myélome. Et pareil sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait des cellules du myélome qu'on retrouve au niveau de la prise de sang. Ce n'est pas normal de retrouver des cellules du myélome au niveau du sang, ils se trouvent au niveau de la moelle, donc ça signe même chose des facteurs d'agressivité du myélome. Et là, c'est clairement pas la situation idéale à tenter de faire ça de manière ambulatoire. Et qu'est-ce qu'on fait en pratique? On va quand même faire cette première dose en ambulatoire pour pouvoir surveiller. Souvent, on va mettre du coup l'antidote en prévention. Et puis, pareil, les doses suivantes pourront se faire à l'hôpital de jour après la consultation. Alors, quelles sont les perspectives pour ces molécules? Alors, il y en a plein. Elles sont d'abord arrivées en effet dans des situations où les patients avaient reçu plusieurs traitements. Et elles sont utilisées seules. Évidemment, une des perspectives, c'est quels seraient les résultats de ces molécules si on les combine à des molécules, soit des molécules qu'on connaît déjà, soit d'autres types d'immunothérapie. Vous voyez qu'il y a plusieurs études qui sont en cours. Alors, à votre gauche, vous avez une étude qui combine ces deux anticorps bispécifiques, qui ciblent du coup ces deux protéines, avec des taux de réponse intéressants. C'est à nouveau des patients qui avaient reçu tout ce qui était possible de recevoir. Et puis, il y a d'autres études en cours qui évaluent l'efficacité de cet anticorps bispécifique avec des molécules connues, comme ici le daratumumab. Autre perspective, ces résultats que je vous ai montrés au tout début, c'est chez des situations quand même assez avancées, de patients qui avaient reçu plein de traitements préalables. La question de nos immunothérapies, toujours, c'est est-ce qu'au final, si on ne les met pas dans des situations plus précoces, est-ce que ces immunothérapies, dans des situations où le système immunitaire est en meilleure forme, est-ce que ces immunothérapies ne vont pas faire mieux? Ici, je vous présente des données qui ont été publiées la semaine passée, donc à ce fameux congrès à Toronto que Dr Meuleman a présenté. Et vous voyez que si on associe ce fameux teclistamab, cet anticorps bispécifique, avec la combinaison du daratumumab et du lenalidomide qu'on connaît déjà, on a des taux de réponse qui sont de 100%. Donc plus spectaculaire que ça, on ne sait pas faire. Donc clairement, on a besoin maintenant de données sur le temps. Donc on est encore un peu trop précoce dans cette étude, mais c'est des données plus qu'intéressantes. Et donc en conclusion, l'immunothérapie, c'est clairement une vraie révolution dans le traitement du myélome. Les bispécifiques sont des traitements qui sont efficaces, peu toxiques. J'ai évidemment parlé de toutes ces complications, elles sont heureusement peu fréquentes. Mais c'est très important du coup de prévenir un maximum ces complications en nous aidant du traitement de prévention. En général, l'initiation se passe à l'hôpital avec la suite ambulatoire en hôpital de jour, vu qu'il y a quand même ce risque, ce qu'on appelle CRS, ICANS, lié un peu à ce combat qui dégénère, et qui a éventuellement la possibilité chez certains patients d'initier ce médicament de manière ambulatoire, avec plein de perspectives possibles, d'étudier des combinaisons, de les utiliser plus précocement. Et vraiment, le futur, on a plein de possibilités. Et avec ça, je vous remercie de votre attention.